lever la fenêtre et on va démarrer. Je pense que ça va être réglé. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va effectivement, sur le déroulé de ce webinaire, on a choisi d'être un peu interactif et dans l'humain. Alors, il y aura quand même une petite présentation, évidemment, de slides. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse et que vous puissiez échanger avec nous. Donc, vous verrez, vous pourrez poser toutes vos questions. On se gardera 15 minutes à la fin, vers 14h45, pour évidemment répondre à l'ensemble de votre question. Le webinaire sera enregistré, donc on pourra vous le renvoyer par email juste après. Et puis, évidemment, on se tiendra à votre entière disposition pour toutes vos questions. Alors, pour démarrer, donc, je suis Marilyn Perrenet, je suis la fondatrice de Digital. Digital, je l'ai fondé il y a un peu plus de 3 ans aujourd'hui, avec cette idée au départ un peu folle de me dire que c'était essentiel d'accompagner les enfants, d'ailleurs dès la grande section jusqu'au lycée, sur l'apprentissage et notamment des algorithmes. Forte de cette envie, évidemment, j'ai constaté que nous, parents, on n'était pas formés non plus et que les enfants, il fallait les accompagner à la fois sur des compétences au numérique au sens large et que c'est pas parce qu'on était un digital native, qu'on était né avec une tablette ou un téléphone, qu'on savait forcément ce que c'était qu'un algorithme, de la programmation et puis évidemment tout ce qui peut y avoir derrière, avec toujours cet objectif où l'enfant reste évidemment acteur de son apprentissage pour devenir demain évidemment un citoyen éclairé. Alors Digital est né il y a 3 ans et demi avec cette idée que l'école était évidemment le lieu de l'inclusion, puisque dans les écoles et les collèges, évidemment, il y a à la fois, quel que soit son milieu social, tout le monde va à l'école. Et puis, quel que soit aussi, si on est une fille ou un garçon, les apprentissages sont évidemment plus faciles dans les écoles, puisque dans tout ce qui va être atelier périscolaire, souvent on le constate, et notamment sur ce sujet d'algorithmes, de STEM éducation, on a effectivement 50% de filles en primaire et au collège, nous n'avons plus que 1% de jeunes filles. C'est pour ça que Digital est vraiment exclusivement destiné aux écoles, soit sur le temps scolaire, soit sur le temps périscolaire. Par le biais évidemment d'ateliers en présentiel. Et puis on y reviendra. Également, nous avons lancé nos éditions scolaires avec nos cahiers pour que ça puisse être profité au plus grand nombre d'enfants. Et puis vous, évidemment enseignants, vous pouvez en tout cas tester nos ressources gratuites sur notre plateforme que vous pouvez télécharger. Et nous allons lancer également pour les écoles équipées à partir du CM1 jusqu'en fin de 3e, le e-learning. Donc Digital, aujourd'hui, c'est plus de 40 écoles qui nous ont fait confiance, notamment à Paris, en Île-de-France, en région Rhône-Alpes et puis aujourd'hui à Bruxelles. Alors, pour pouvoir répondre justement à des demandes plus nationales, c'est pour ça que nous avons créé ces différents supports. Nous avons formé aujourd'hui à peu près 10 000 élèves depuis 3 ans, donc de la grande section principalement jusqu'en 6e, avec évidemment nos intervenants qui sont formés à la pédagogie Digital. Et puis Marie-Aude, que je vais vous présenter là, qui va monter sur scène, comme on dit sur le webinaire, pour vous présenter notre pédagogie. Et ensuite, je pense que Nadège aura également réglé son problème de micro et nous pourrons interagir avec Nadège, directrice de l'école de l'Assomption à Paris, qui expérimente Digital sur le temps scolaire depuis 3 ans et depuis septembre en plus sur le temps périscolaire. Donc, je vais laisser la parole et faire monter sur scène Marie-Aude. Et si en attendant vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Coucou Marie-Aude. Bonjour Marilyn, merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que tout le monde me voit, m'entend a priori? J'ai l'impression, en tout cas que moi j'ai mon retour.
Oui, c'est bon, j'ai l'impression. Parfait, très bien. Alors effectivement, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je suis Mario, directrice de la pédagogie chez Digital. Ça fait 2 ans et demi maintenant, donc j'ai rejoint cette chouette, aventure. Donc je vais vous parler évidemment de notre pédagogie. Déjà, je pense que c'est important de préciser que c'est une pédagogie qui se nourrit de multiples expertises, puisque avant que naisse, ce projet, Digital, avant tout construit dans tous les échanges que Marilyn et moi-même avons pu avoir dans notre ancienne vie avec des experts hein, de l'enfance et de la petite enfance, que ce soit des neuroscientifiques, des pédiatres, des pédopsychologues, des orthopédagogues et bien sûr des enseignants. L'objectif étant de faire un état des lieux, des connaissances actuelles à la fois sur le fonctionnement du cerveau, sur le rapport des enfants à l'école, sur les conditions optimales de l'apprentissage et de se nourrir de tout ça pour pouvoir proposer avec cette communauté d'experts donc une méthodologie d'apprentissage un petit peu différente, donc basée sur effectivement les émotions, sur le faire, sur l'expérience et l'appliquer évidemment à cette nouvelle matière que représentent aujourd'hui les algorithmes. Donc le résultat de tout ça, c'est ce que nous proposons aujourd'hui, hein, donc une pédagogie assez différenciée qui se base donc sur des pédagogies actives et surtout un recours assez limité aux écrans. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu paradoxal, en tout cas c'est la première question qu'on nous pose, hein, c'est comment finalement on fait du numérique et on enseigne du numérique sans avoir recours au numérique. Et c'est donc effectivement ce qu'on va vous expliquer. Je vais essayer de partager aussi, donc comme disait Marilyn, quelques slides pour vous montrer aussi en photo parce que, comme on dit, souvent les photos valent mieux que 1000 mots. Donc je vais. Est-ce que vous voyez ce partage d'écran que je suis en train d'activer? Oui, parfait, c'est super, très très bien. Donc effectivement, ce que je vous disais, notre approche, elle est avant tout effectivement la vie du numérique sans écran. Pourquoi nous insistons autant sur cette pédagogie du sans écran? C'est pas parce que c'est un argument à la mode, c'est pas non plus parce qu'on diabolise les écrans. Au contraire, on pense que, en tout cas chez Digital, on pense que le numérique offre un champ d'exploration très intéressant, en tout cas pour nos enfants qui seront les adultes de demain. Maintenant, voilà, on a cette expérience qui est de dire qu'il est inutile de mettre des enfants sur des logiciels avant un certain âge et en tout cas de leur demander de conceptualiser une pensée algorithmique sans en avoir eu une expérimentation concrète avant. Et ça, pour le coup, finalement, c'est vrai pour toutes les matières et a fortiori les mathématiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un enfant de pouvoir réaliser des opérations sur les nombres si il n'a pas manipulé avant des paquets d'unités et des paquets de dizaines pour comprendre le fonctionnement du système décimal. Bah, en algorithmique, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil et c'est vrai que c'est un non-sens de mettre des enfants et de leur demander d'avoir une pensée abstraite sur des concepts informatiques s'ils n'ont pas expérimenté avant. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur cette notion expérientielle. Et quand on dit expérience, en tout cas chez Digital, ça veut dire avant tout faire avec le corps et faire avec les mains. Parce que voilà, on sait que c'est par les activités sensorielles que les enfants expérimentent et explorent le monde. En tout cas, ils le font dès qu'ils sont tout bébés, hein, quand ils commencent à prendre tout dans les mains et mettre tout dans la bouche. Ils ont fondamentalement besoin de faire des expériences et d'avoir une démarche par essai-erreur pour pouvoir fonder leur propre loi et ensuite utiliser toutes ces connaissances pour pouvoir les abstraire dans le monde qui les entoure. Donc voilà, vous avez compris, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de proposer des ateliers de culture numérique qui vont se baser sur cette pratique d'une pédagogie active qui va être finalement très d'inspiration montessorienne, mais pas que, hein, parce que chez Digital, on n'est pas sectaire, on n'a pas qu'une référence pédagogique. L'enjeu, c'est surtout voilà, de pouvoir proposer une approche holistique où les enfants vont pouvoir décrypter le monde numérique d'aujourd'hui, le monde qui les entoure, à travers des jeux de motricité, des jeux de cognition incarnés, et puis surtout des activités manuelles, créatives, sensorielles
émotionnel. En tout cas, c'est ce qui drive nos activités. Alors, quel type d'activité et comment ça s'articule concrètement? Déjà, le gros travail qu'on a fait avec notre communauté éducative aussi, c'est de définir finalement des cursus pédagogiques de la maternelle jusqu'au collège, parce que ça n'existait pas et il fallait les inventer. Donc, c'est tout le travail que l'on a fait avec effectivement nos écoles partenaires, puisqu'on a la chance, comme disait Marilyn, d'intervenir maintenant depuis 3 ans et demi dans les écoles. Donc, de pouvoir travailler main dans la main avec des enseignants qui nous font régulièrement un retour d'expérience, qui travaillent avec nous à la co-construction de séquences pédagogiques, qui nous aident aussi, j'y reviendrai, à optimiser, renouveler nos exercices. Et donc, le premier travail de fond qu'on a fait, c'est effectivement de définir dans cette matière, qui est l'algorithmique, des grands champs d'apprentissage et d'y mettre en face aussi des compétences associées derrière. Et puis surtout, élaborer une vision curriculaire, en fait, pour avoir une progressivité aussi dans les objectifs éducatifs. C'est-à-dire à partir de la grande section, on va commencer effectivement à initier les enfants à ces fameux déplacements dans l'espace, jusqu'au collège où on leur demande de déplacer des lutins sur écran et de savoir aussi mettre en œuvre une pensée algorithmique avec des abscisses et des ordonnées. Sauf que, entre les deux, il faut aussi pouvoir les accompagner, les enfants, et c'est ce qui nous semblait manquer peut-être un petit peu aussi dans les textes officiels, c'est-à-dire effectivement, on a aujourd'hui cette programmation qui apparaît dans les textes à partir du CE1, que l'on peut traiter par des activités préliminaires dès la fin de la maternelle, mais entre les deux, on a du mal effectivement à savoir comment ensuite on va prolonger sur le cycle 3 pour ensuite amener les enfants à faire de la programmation sur écran. Donc, c'est tout ce travail qu'on a formalisé avec notre communauté éducative. Alors, le point de départ, bien sûr, ça reste les attendus de l'éducation nationale. Donc, on traite tout ce chapitre qui est aujourd'hui inséré dans espace et géométrie, avec ces fameux déplacements dans l'espace, parce qu'effectivement, c'est important. C'est la base même des algorithmes, savoir écrire, suivre une suite d'instructions qui indique la démarche à suivre pour parvenir à un résultat. Et puis, quand on travaille sur la notion de chemin, ça rend les apprentissages très concrets pour les enfants. Donc ça, c'est le cœur de notre programme pédagogique. On le fait, et on le fait surtout avec des robots ludo-éducatifs au sol que vous connaissez peut-être, parce qu'aujourd'hui, certaines écoles aussi commencent à être équipées par des robots. Donc, on les utilise et surtout, on crée du contenu régulièrement, du contenu et des ressources thématisées autour, parce que c'est un petit peu l'inconvénient de ces robots, c'est-à-dire que quand on les achète, c'est super, c'est mignon, mais on est vite finalement assez dépourvu en termes de contenu si on n'a pas des séquences pédagogiques spécifiques derrière. Donc évidemment, on traite tout ce qui est déplacement dans l'espace et toutes les acquisitions derrière, qu'il y a derrière, parce qu'elles sont larges, parce que pour déplacer un objet sur un quadrillage, il faut savoir déjà situer l'objet par rapport à soi ou par rapport à d'autres objets. Il faut être latéralisé, il faut comprendre cette notion de rotation de 90 degrés. Donc tout ça, c'est pas rien. Et avant effectivement de travailler sur des exercices de représentation sur papier, il est important que les enfants puissent vivre corporellement et par des jeux de motricité ces acquisitions. À côté de cela, on a tout un volet aussi sur tout ce qui est notion procédurale en informatique, parce qu'effectivement, pour initier les enfants en concept informatique, c'est aussi important de travailler sur toute cette partie qui va être la notion de boucle, la notion de fonction sous programme, tout ce qui est expression conditionnelle, opérateur booléen, langage binaire. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui apparaissent peut-être un petit peu plus techniques, qu'on ne retrouve pas de façon très explicite dans les textes officiels et qui sont pourtant essentielles, en tout cas à nos sens aussi, pour ensuite préparer les enfants et qu'ils puissent être capables ensuite de programmer sur Scratch comme on les initie ensuite à partir du collège. Donc là encore, notre objectif, c'est à la fois de sélectionner des robots ludo-éducatifs qui vont permettre de travailler de façon expérientielle toutes ces notions-là, mais c'est aussi beaucoup de contenu éducatif, d'activités manuelles et de tutoriels que nous avons conçus spécialement pour rendre toutes ces notions accessibles dès l'âge du primaire. Donc, je pense par exemple à toutes ces activités comme créer des colliers ou des bracelets pour apprendre le langage ASCII. Par exemple, quand on demande aussi aux enfants de créer un attrape-soleil pour les initier
aux notions de fonction, aux notions de variables, ou alors quand on joue au jeu du qui est booléen pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que le et, le non ou le ou en informatique. Donc voilà, on a vraiment travaillé des contenus très spécifiques. L'objectif étant à chaque fois que les enfants s'approprient ces notions par le jeu, par le faire et par les mains. Et puis, l'intérêt aussi de passer par des activités un petit peu plus créatives et manuelles, c'est aussi le gage d'attirer les filles, et ça c'est un enjeu important que Marie a souligné, cet enjeu de mixité dans ce monde du numérique. Donc c'est aussi l'occasion de montrer aux filles que le code, c'est pas que des lignes de code sur un écran noir d'ordinateur, ça peut aussi être fun, ça peut être créatif, en tout cas ça peut être relié à des activités un petit peu girly dans lesquelles elles se projettent et elles se reconnaissent plus facilement. Le troisième pilier de nos ateliers aussi, et que nous chérissons beaucoup, c'est tout ce qui est l'éducation numérique au sens large, et puis l'histoire de l'informatique en particulier, parce que nous sommes convaincus que pour s'approprier le monde d'aujourd'hui et de demain, les enfants, ils ont fondamentalement besoin de racines, donc ils ont besoin qu'on revienne sur l'histoire, et la grande histoire du numérique, ça fait partie aussi de l'histoire. C'est important aussi parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est confronté à 40 ans de révolution technologique incroyable, et ce monde technologique, il paraît parfois un petit peu magique. Or, il n'est pas venu par hasard, il n'est pas venu d'un seul coup. C'est effectivement le fruit d'une longue histoire, à la fois une histoire d'invention, donc c'est important aussi de pouvoir retracer avec les enfants l'historique des machines, des prototypes, parce qu'il y a des machines et des prototypes qui ont été importants et sans lesquels aujourd'hui on n'aurait pas tous ces écrans et ces ordinateurs. Et puis c'est aussi le fruit d'une longue réflexion et d'une longue lignée de mathématiciens et de scientifiques, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc c'est vrai que chez Digital, on a à cœur de pouvoir partager cette grande histoire du numérique en remontant au début de l'histoire des mathématiques et de l'algorithmique. Je pense à l'Antiquité, où on parle d'Euclide, où on parle d'algorithmie. On essaye aussi de montrer que les enfants, parfois, ils connaissent des grandes figures du monde du numérique ou de l'informatique, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Je pense à Jules César, par exemple, qui est l'un des plus grands cryptologues au monde. Je pense à Léonard de Vinci, qu'on connaît bien effectivement en tant qu'architecte et peintre. On oublie que c'était aussi un grand scientifique et qu'il a beaucoup inventé de machines. Et en l'occurrence, ça a été un des premiers inventeurs du concept de robot humanoïde. Donc c'est vrai que les enfants, quand on leur raconte ça, ils ont un peu les yeux ronds, ils se disent « Ah ben oui, mais je le connais effectivement, mais je ne savais pas qu'il faisait partie de cette histoire-là ». Donc c'est aussi découvrir une autre facette de l'histoire, c'est vraiment très intéressant, qu'on soit enfant ou adulte d'ailleurs. Et puis c'est aussi une façon de valoriser aussi à nouveau la place des femmes dans la science de l'informatique, parce qu'elles ont joué un rôle essentiel, que ce soit pendant la guerre ou l'après-guerre. Donc c'est important aussi de pouvoir rappeler aux enfants que la première programmeuse au monde, c'était une femme, une comtesse, la comtesse Ada, qu'ensuite il y a eu plein de femmes, Grace Hopper et plein d'autres. Donc c'est important aussi de valoriser ce point-là. Donc voilà. Et puis quatrième point qui est très très important et qui est l'objet de la slide suivante, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre sur le STEM, le STEM Education, qui est quelque chose qu'on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus en France, mais sans savoir forcément ce qu'il y a derrière. Alors pour le STEM, pour ceux qui ne connaissent pas encore complètement, c'est effectivement une acronyme pour sciences, technologie, engineering, arts et mathématiques. Et c'est cette approche pédagogique qui consiste à promouvoir des projets pluridisciplinaires, où on va mettre en fait les enfants au cœur d'un sujet, d'une problématique, et ensuite on va leur demander de développer toute leur curiosité, leur sens critique, leur créativité, et surtout travailler en équipe pour pouvoir se mettre en mode projet et pouvoir fabriquer des choses. Donc là, on développe aussi des projets assez variés, parce que souvent, ce sont des projets qui sont co-construits avec les enseignants des classes dans lesquelles on intervient, qui parfois aussi se plug avec des projets d'école, puisque chaque année, on sait aussi que vous avez des projets d'école. Donc, on co-construit finalement des séquences pédagogiques spécifiques pour venir répondre à vos besoins. Mais on a aussi des territoires de prédilection, comme vous voyez là, par exemple, tout ce qui est art connecté, où là, effectivement, l'objectif, c'est de montrer comment la science, comment la programmation, elle peut aussi se mettre au service de l'art. Donc, on peut construire plein de choses
super intéressantes, comme par exemple un simple piano avec des touches en aluminium, pour découvrir que effectivement l'électricité, elle peut se transformer en son grâce à une petite carte HID. On travaille beaucoup sur le thème de la green tech, ou comment aussi concilier enjeux technologiques et enjeux environnementaux, parce que ce sont des thèmes éminemment importants. Et donc là, on invite aussi les enfants à réfléchir sur ces deux thématiques. On leur parle de pollution digitale et puis aussi des impacts positifs que peuvent avoir la technologie au service de la planète. Et du coup, tout l'intérêt, effectivement, c'est de leur proposer des exemples et ensuite qu'ils partent aussi eux-mêmes en mode je construis une ville, une green city, par exemple. Donc voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui est culture tech autour de la conquête spatiale, de SpaceX, parce que ça, c'est aussi une thématique fascinante. Ça permet aussi de faire des liens avec leur programme de géographie, avec le système solaire. Et on a aussi plein de chouettes projets qui manient tech et activités manuelles, comme là, par exemple, la fusée connectée avec des sons et lumières, ou encore la programmation d'un astromobile avec des Lego WeDo. Donc voilà, c'est très varié et la plupart du temps, ça se fait sans écran. Je fais juste 2 minutes encore parce que apparemment je suis très bavarde. Juste pour vous présenter nos champs d'intervention et ensuite effectivement Nadège va pouvoir intervenir pour vous donner effectivement ces éclairages de directrice d'école. Donc nos champs d'intervention aujourd'hui, c'est effectivement du présentiel dans les écoles, à la fois sur le temps périscolaire avec des cursus annuels complets ou sur le temps scolaire sous la forme de classes immersives, qui est un format aussi très, très intéressant parce qu'il permet d'impliquer à la fois effectivement tous les enfants, les garçons comme les filles, mais aussi les enseignants qui vont vivre une semaine avec nous au cœur de cette pédagogie digitale et qui vont pouvoir aussi se l'approprier et la prolonger, la pérenniser, parce que c'est ça finalement le but ultime de notre école nomade, c'est que quels que soient finalement les enseignants et les élèves, quel que soit votre lieu de vie, quel que soit votre établissement scolaire, vous puissiez prendre à bras le corps cette matière de l'éducation numérique et vous puissiez la mettre en œuvre dans les classes avec vos élèves. Et c'est pour ça qu'on a aussi déployé toutes ces ressources complémentaires en se disant que dans les écoles où nous ne pouvons pas intervenir, ou aussi pour tous les enseignants qui ont envie ensuite de mettre en œuvre cette pédagogie digitale au sein de leur classe, c'est possible. C'est possible notamment grâce à notre plateforme de ressources qu'on a commencé à mettre en œuvre sur notre site internet. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà téléchargé nos ressources gratuites. Donc on a déjà une collection de ressources qu'on a mis en ligne et puis avec lesquelles on travaille avec tous les enseignants qui le souhaitent. L'idée étant effectivement d'enrichir et de renouveler cette collection de ressources par le biais de partage de contenu en mode collaboratif et puis par le biais aussi de contrats d'auteur. On a aussi nos fameux cahiers qui sont tout fraîchement moulus, pour lesquels on a nos premiers spécimens, donc des cahiers d'activité complets de la grande section, de la grande section CM2 qui sont aujourd'hui en double niveau. Et que vous pouvez utiliser vous aussi enseignants en classe avec vos élèves pour les accompagner sur ces apprentissages du numérique de manière débranchée et qui viennent compléter nos activités robotiques. Et puis, à partir du cycle 3, les élèves vont pouvoir aussi utiliser notre plateforme d'e-learning avec une banque d'exercices qu'ils vont pouvoir, qui sont accompagnés de capsules numériques et qui vont pouvoir donc mettre en œuvre en ligne et que vous pouvez aussi vous-même utiliser en tant qu'enseignant, pas seulement je pense dans les salles informatiques, puisque certaines écoles ont la chance d'être maintenant équipées en TNI. Donc avec le tableau interactif, ça vous donne aussi l'occasion de pouvoir projeter des exercices et puis voilà, de demander à des enfants de les corriger de façon assez interactive directement sur notre plateforme d'e-learning. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup parlé. Donc, je pense, Marilyn, que tu vas reprendre la main et que Nadège va pouvoir aussi témoigner sur son expérience et nos interventions à Lübeck. Merci beaucoup, Marie-Aude. C'était tellement clair, en tout cas, j'espère. Très concret. Merci beaucoup. Écoute, non, t'as pas été trop bavarde. Bon. Des jours. Alors, grande première, on va essayer
de faire fonctionner le micro de Nadège. Alors, Nadège, nous t'invitons sur scène. Nadège se prépare. Et la voilà. Bonjour Nadège. Alors, tu n'as toujours pas de micro. Alors, c'est pas grave. Je vais t'appeler et je vais te mettre en haut-parleur. Alors, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, vous allez nous dire, hein, c'est une première. Alors là, on aura tout fait, je crois. Alors, essaye de parler, Nadège. Est-ce que là, c'est mieux ou pas? Alors, parle un petit peu. Ça fait un peu de déco, non? Est-ce que... va là? Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Bonjour à tout le monde. Et là, je m'entends plus bien. Ah, Nadège, il faut que tu coupes ton micro sur ton ordi. Oui, mais alors le problème, c'est que je ne vais... Oui. Oui. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Alors, il faut parler parce que là, je me sens un petit peu seule par rapport au son. Je n'entends rien. Alors, bonjour Nadège. Alors, bonjour Nadège. Merci beaucoup. Voilà. De participer à notre premier webinaire digital dans des conditions un peu rock'n'roll. Mais j'espère que tout le monde est quand même content. Nadège, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, des conditions que finalement nous connaissons tous déjà depuis presque un an, n'est-ce pas? Là, on est bienvenue dans le monde réel. Oui, alors je me présente. Je suis chef d'établissement à Paris depuis quelques années. Je suis chef d'établissement depuis plus de 30 ans maintenant. Mais j'étais en province avant, donc j'ai tout fait. Je crois que j'ai fait des petites écoles, des grandes écoles, à Paris, en province. J'ai tout connu. Je crois que j'ai connu beaucoup de situations. Donc voilà en quelques mots la présentation. Est-ce que, Nadège, tu pourrais un peu nous donner ta vision à toi justement de cette nouvelle matière qu'on peut appeler coding, algorithme, qui est un peu une nouvelle langue étrangère qui est dans les programmes scolaires dès le CE1 depuis la loi Hollande. Ce que tu appelles bien appeler d'ailleurs cette nouvelle langue étrangère. Est-ce que tu peux nous donner ta vision à toi? Écoute, je me souviens quand on s'est rencontrés il y a maintenant plus de 3 ans, on en avait parlé parce que, effectivement, il y a maintenant plus de 6-7 ans, je me souviens lors d'une inscription d'un parent, donc un papa d'élève avait parlé de ce codage, de cette programmation, en en parlant comme si c'était en me disant que c'est une véritable langue étrangère avec son code, sa grammaire, son fonctionnement, son mode de pensée. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup interpellée. Moi, je suis d'une génération où j'avais connu effectivement la programmation avec la tortue, j'ai connu les CO7, etc. Et donc, effectivement, ce qu'il m'avait dit m'a beaucoup interpellée. Et j'étais restée dans le coin de ma tête en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette langue étrangère dont tu m'as parlé, qui m'interpelle beaucoup. Et puis, un jour, le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés. Et là, effectivement, ça a complètement mis en lumière ce qu'il m'avait dit. Et j'étais extrêmement intéressée par votre démarche. Voilà, vous proposiez effectivement une démarche, une méthode pour faire découvrir à ces enfants cette langue étrangère que je ne connaissais pas et que finalement aucune personne, aucun enseignant de mon équipe ne connaissait. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant de travailler avec vous, parce que finalement, nous, on ne sait pas faire et vous savez faire. Voilà, en quelques mots, c'est pourquoi nous travaillons ensemble. Merci Nadège. Alors, on va juste rappeler qu'effectivement, donc pour la petite histoire, je venais de lancer Digital depuis une semaine, par le biais évidemment d'un papa d'école qui nous avait mis en relation et Nadège nous a fait confiance dès le premier jour. Donc, nous sommes intervenus pendant 3 semaines
en classe immersive, donc sur le temps scolaire, hein, pour tes CE2. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Nadège, tu sais, le déroulé, comment tu en as ensuite parlé à tes équipes enseignantes, comment tu leur as présenté, comment ensuite on l'a mis en place, le retour des enfants et d'elles-mêmes, hein, parce quand même, on est dans leur classe, hein, et elles nous confient leurs élèves pendant une semaine, c'est pas rien, hein. Oui. Donc effectivement, moi j'ai choisi la formule de mettre en place une classe, alors on va dire à thème, comme une classe verte, finalement sans hébergement, avec ce thème donc du codage informatique. Donc les équipes de Marilyn sont venues dans l'école. Non, la première année, nous sommes déplacés, je crois. On est venus tout de suite, oui. Non, vous êtes venus, parce qu'effectivement, vous êtes venus dans l'école avec votre matériel. Alors, comment j'ai présenté ça à l'équipe? Tout simplement comme ça, en parlant du codage, de la programmation informatique. C'est vrai qu'elles, finalement, elles m'ont fait confiance, ils m'ont fait confiance, et on est parti dans cette aventure-là. Notre première année, on a mis en place. Les enseignantes ont vraiment appris aussi, ont avancé, ont cheminé avec l'équipe de Marilyn. Elles ont vraiment découvert ce monde-là. Ce qui était extrêmement appréciable, c'est justement cette co-intervention, cette co-animation, ou en tout cas cet accompagnement, de cette interaction qu'il y avait entre l'équipe finalement de Marilyn, son équipe, ces jeunes qui arrivaient et puis les enseignants. Il y a vraiment une collaboration très intéressante parce que chacune pouvait donner son regard d'enseignant et on a avancé comme cela. Et alors au niveau des enfants, alors là effectivement, ils ont été enthousiasmés pendant une semaine, vraiment à tel point qu'ils ne voulaient même plus aller en récréation. C'est quand même révélateur de l'enthousiasme des enfants. Et ils en parlent encore. Enfin, franchement, ça a été effectivement pour eux, je sais pas, ça a été une parenthèse, une grande parenthèse dans leur vie d'école. Et vraiment, ils en gardent un souvenir extraordinaire. D'ailleurs, Marilyn, quand tu reviens, puisque vous continuez cette année à revenir, mais cette fois-ci en périscolaire, pour cette année, nous verrons l'année prochaine, mais cette année en périscolaire, et c'est vrai que les élèves vous reconnaissent, et même ceux que vous avez vus il y a 3 ans, et seulement pendant une semaine. Donc, les enfants vraiment enthousiasmés, vraiment. Et du coup, Nadège, peut-être sur tes équipes enseignantes, revenir sur le fait qu'elles étaient, enfin, c'est des enseignantes femmes, hein, alors en majorité, mais qu'elles n'étaient pas formées, hein, évidemment, à ces sujets, parce que c'est quand même un peu une nouvelle matière, et qu'effectivement, comment elles se sont super bien adaptées, parce qu'elles étaient justement avec nous, hein, et nos intervenants toute la semaine, et puis elles se sont formées aussi un petit peu avec nous et accepté qu'on bouscule les codes de la classe puisqu'on les met en mode projet, qu'on travaille dans le gymnase pour que les enfants intègrent par le corps le déplacement dans l'espace, notamment. Ce qui a beaucoup plu effectivement dans votre démarche, c'est qu'avant tout, les 3 premiers jours, les enfants n'ont jamais été devant un écran. Donc effectivement, par les codages informatiques sans être devant un écran, ça a été assez une grande découverte, une grande révélation. Effectivement, tout s'est passé dans l'espace. C'est là qui est extrêmement intéressant, c'est que tout se passe dans l'espace, dans une première étape dans l'espace. Voilà, les enfants déplacent des objets, des robots dans cet espace, et ça pendant 3 jours. Et ça a été effectivement une grande découverte. Et ce qui nous a beaucoup accroché finalement, parce que les écrans, enfin nous dans l'école où on est, les écrans ne faisaient absolument pas partie de notre vie en réalité. On freinait beaucoup, on voulait bien des écrans, mais sous certaines conditions. Bon, alors effectivement, depuis 1 an, on est plongé dans ce monde numérique, mais avant, on était quand même, on freinait beaucoup. Mais là, vraiment, on est allé avec beaucoup de confiance, parce qu'on parfois on est passé par ce biais de cet espace avec ce matériel très ludique en plus, qui en quelques mots, ce qui nous a séduit, on va dire, et pourquoi on continue à travailler avec vous. Moi, je rêve effectivement d'une école j'aimerais que finalement nos écoles deviennent des écoles trilingues, si on peut être ou tout moins bilingue, codage informatique français, par exemple. Je pense que c'est effectivement ça c'est un rêve, mais je pense que ça serait effectivement former nos élèves, les préparer à l'avenir, vraiment. Oui, parce qu'on parle des compétences à la fois qui sont mathématiques, on fait de l'algorithmie autour de projets ludiques. Donc, on parle d'algorithmie, mais effectivement, il y a aussi tout cet enjeu qu'évoquait Marie-Aude et puis toi, et puis nous tous en tant qu'adultes,
c'est les accompagner sur cette conscience du numérique. C'est-à-dire que quand ils partent ensuite au collège, qu'ils ont accès à leur téléphone portable, aux réseaux sociaux, ce qu'on propose, c'est effectivement une culture du numérique et de la tech. C'est-à-dire que demain, quand ils ont essayé justement dès la grande section ou après Digital en mode projet, ils ont conscience, parce qu'une séance type chez Digital, si on prend 1 heure par exemple, on démarre toujours par un temps calme, on fait une lecture, soit la grande histoire du numérique, Nadège, comme tu le sais. C'est important de les replacer dans le temps, parce que chaque matière a une histoire en fait. Et que cette histoire du numérique, c'est important qu'on les recale dans... Voilà, il y a d'abord eu un grand mathématicien à l'âge perse, etc. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est toujours qu'ils restent conscients que quand demain, ils vont utiliser un réseau social, que ce soit TikTok, Instagram ou autre chose, qu'il y a un algorithme derrière et que celui-ci va quand même aussi être programmé pour leur pousser des choix liés à des grandes marques, etc. Il y a aussi tout ce cheminement derrière pour les enfants et que plus on les acculture tôt, plus, voilà, l'idée, c'est pas d'en faire des codeurs. C'est comme quand on apprend l'anglais. C'est pas obligatoirement pour qu'ils soient bilingues tout de suite et c'est pas forcément l'objectif, mais c'est qu'ils comprennent quelle est cette culture. Donc voilà, de manière un peu plus concrète, cet échange. Et Nadège, est-ce que tu peux plus largement nous raconter ta vie de directeur d'établissement depuis 1 an, justement, confinement, gestion à distance, retour à l'école avec tes équipes en septembre. Qu'est-ce qui a changé, justement, dans vos usages aussi à vous du numérique? Effectivement, le numérique a fait une entrée fracassante dans notre réalité il y a maintenant 1 an. Donc, je pourrais parler de notre expérience, mais je pense qu'elle est commune à tous mes collègues. Effectivement, on a essayé de pas se noyer, de comprendre un peu tout ce qu'on nous demandait, de mettre en place des outils, et puis chacun a essayé d'avancer selon là où il en était, et effectivement, on a continué à avancer. C'est vrai que à la rentrée, on peut plus dire qu'on ne savait pas et qu'on ne savait surtout pas faire, donc on a continué à se former, et je dirais que ce qui est nouveau, mais ça aussi, je pense que beaucoup de collègues l'ont vu, justement ce qu'on a vécu pendant plusieurs mois de confinement. C'est vrai à la rentrée, on a eu des élèves pas complètement différents, mais en tout cas qui nous ont beaucoup interpellés dans leur comportement. Mais ça, encore une fois, tout le monde l'a vu, notamment au niveau des codes, des règles de vie en groupe. On avait un petit peu l'impression que nos élèves n'étaient jamais allés à l'école, avaient complètement perdu un peu le savoir-être en groupe avec les consignes collectives, voilà. Et donc, ça y est, maintenant, ça a été mis en place, mais c'est vrai qu'on a été assez étonnés finalement de l'impact sur nos élèves, voilà, en quelques mots. Ce que tu disais d'ailleurs, Nadège, qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'il y avait une cassure des codes sociaux. Alors, c'est pas sur les mêmes codes, là, on parle pas d'algorithmie, mais qu'effectivement, le fait que les enfants, il y a eu ce confinement, à partir de septembre, qu'ils avaient plus de mal à vivre en collectivité, à être moins individualistes aussi. C'est un peu ça ce que j'ai compris aussi de beaucoup d'équipes enseignantes, en fait. Être moins individualiste, c'est ça que tu veux dire? Oui, enfin de respecter plus les partages, la cantine, attendre, se remettre en rang, la vie en collectivité, en fait. Ah oui, c'est extrêmement compliqué à remettre en place, effectivement. Tout à fait, oui, mais ça y est, c'est remis en place. On a une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre, Jennifer, qui nous demande effectivement quelle suite a été donnée à l'intervention d'équipes digitaux par les enseignants de votre établissement. Alors c'est vrai que moi, jusqu'à ce que nous avons fait, c'est que l'équipe est intervenue en fin d'année scolaire. Donc finalement, c'était une semaine de codage qui a clôturé l'année. Donc il n'y a pas eu de suite finalement derrière, puisque l'année est terminée. Voilà ce qu'on a vécu, nous, jusqu'à maintenant, parce que j'aimerais en mettre en place l'année prochaine, c'est effectivement des ateliers de la grande section en famille. Effectivement, une continuité, une suite tout au long de la scolarité de l'enfant. Et effectivement, Jennifer, d'ailleurs, quand on est intervenu auprès de l'équipe enseignante de Nadège, c'est là où on s'est posé la question de cette continuité pédagogique, parce qu'il faut bien comprendre qu'on était vraiment au tout début. Et du coup, en travaillant avec les enseignantes, on s'est rendu compte que si elles avaient un petit cahier d'élèves
tout au long de l'année pour les faire travailler à des moments opportuns pour vous, hein, pour les enseignantes, ce serait une bonne idée. Et c'est comme ça qu'on a lancé nos cahiers d'élèves. Donc, ils ont quelques semaines seulement. Donc, voilà, si vous voulez déjà les télécharger, au moins les premiers chapitres sur notre site, ils sont accessibles gratuitement. Vous pouvez aussi les commander. D'ailleurs, on a une campagne Ulule, il reste 4 jours. Donc, voilà, c'est le moment si vous le souhaitez. Mais blague à part, ce qui permet d'avoir cette continuité, à la fois des classes immersives, comme on dit, et que tout au long de l'année, on continue cette progression via les cahiers. Est-ce que sur ce sujet, Jennifer, la réponse… Ah, super. Et puis, pour revenir là-dessus, parce que c'est important, cette continuité pédagogique, pour nous, elle est essentielle. En fait, Digital a été conçu pour suivre aussi les compétences acquises par les élèves dans leur parcours tous les ans. Et donc, on a effectivement une petite application qui permet de suivre ce qu'ont acquis les enfants en compétences, je dirais, plus techniques, mathématiques, algorithmiques, géométriques, mais pas que, parce qu'il y a aussi l'histoire, la géographie avec Digital, et puis des compétences en mode plus projet. Donc, on est capable aujourd'hui de suivre, c'est-à-dire qu'on a des enfants hein, qu'on a connus, je pense, il y a 3 ans, et puis aujourd'hui, on les a soit en périscolaire, soit on les suit sur le temps scolaire. C'est pour ça que Nadège pense et envisage aussi ce suivi de la grande section au CM2 pour qu'ils aient justement chaque année une continuité. Et puis, nous avons une communauté d'enseignants. Donc, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse, hein, avec grand plaisir, qui co-rédigent avec nous des manuels de l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un manuel de l'enseignant cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et donc, nous sommes justement en train de rédiger le cycle 3 de mémoire avec une équipe d'enseignants. Donc, que je ne dise pas de bêtises, hein, Marie-Aude, il y a effectivement un inspecteur d'académie qui nous a rejoints et plusieurs enseignants et directeurs d'établissement pour finaliser justement ces manuels pour que vous puissiez aussi en toute autonomie pouvoir mettre en place ces cours dans vos établissements. Nadège, est-ce que tu aurais, par exemple, alors, je m'étais dit, au-delà évidemment de Digital, d'une manière plus large, est-ce que pour toi justement le sans écran, tu parlais tout à l'heure que vous n'aviez pas d'ordinateur hein, et que tout le monde n'est pas équipé d'ailleurs en primaire, est-ce que pour toi effectivement le sans écran et tes équipes enseignantes, ça reste quand même le meilleur vecteur d'apprentissage sur l'école primaire? Alors le sans écran, en tout cas pas le tout écran. Le sans écran peut-être plus maintenant, mais pas le tout écran. Sur le sans écran, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu veux dire votre poste? Non, vous-même, tu vois, dans vos enseignements avec tes enseignantes, est-ce que vous utilisez l'ordinateur en classe? À partir de quel âge? Qu'est-ce que vous faites dessus? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels pour apprendre, par exemple, le français? Je pense au projet Voltaire hein, que vous utilisez, ou d'autres choses en mathématiques, parfois en renfort des enseignants en classe? Alors, non, alors oui, effectivement, encore une fois, l'utilisation s'est accélérée depuis le mois de septembre. On a effectivement nos classes en équipées, pas en maternelle, mais à partir du CP en BTI, effectivement. En maternelle, pour l'instant, nous sommes absolument pas, on n'a aucun écran dans nos classes. Effectivement, à partir du message, on est vraiment au tout début, là, effectivement. On n'est pas l'exemple modèle, l'école modèle pour l'écran, pour le numérique dans notre établissement, vraiment pas. Je pense que j'ai des collègues là qui sont dans le webinaire qui pourraient participer, parler un peu plus. Par exemple, Annabelle Doat aussi, qui est une collègue que je connais bien, et elle, son école, effectivement, est beaucoup plus en avance que nous sur l'utilisation du numérique à l'école. Elle pourrait témoigner, même si elle n'est pas active. Ah, ben alors attends, mais si, mais on va lui proposer. L'excuse, Nadège, je te… Alors, déjà, vous êtes appelé sur scène de la part de Nadège. Alors, je vais vous faire monter sur scène si ça vous convient. J'espère que oui. Si tu ne voulais pas monter sur scène. Alors là, bon. Nadège, c'est la solidarité. Hein. Alors, j'attends. Elle se prépare à monter sur scène, je crois. Je crois que Nadège a accepté. Merci beaucoup.
Alors, la voilà. Bonjour tout le monde. Merci Nadège d'accepter. C'est pas mon invitation, c'est Nadège. Hein. S'il y a quelque chose, c'est pas moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Alors, je vais corriger, je vais mettre un petit bémol à ce que Nadège Gojar a dit, parce qu'il est vrai qu'il y a quelques années, quand on a intégré notre nouveau bâtiment donc à Saint-Honoré-des-Laux, on avait équipé l'établissement de tableaux interactifs numériques il y a à peu près 12 ans maintenant, donc on était plutôt précurseurs, même si maintenant ça se retrouve dans quasiment tous les établissements. Voilà, au collège, les élèves sont tous équipés d'un iPad, donc c'est vrai que le numérique est assez présent. Mais au primaire, on en est un peu revenu. On en est un peu revenu, donc je ne sais pas si je vais apporter de l'eau à votre moulin, mais d'une certaine façon, oui, parce que ça signifie qu'on peut travailler sans écran. Voilà, parce que nous avions une classe iPad mobile en élémentaire qu'on utilisait au départ assez régulièrement, mais petit à petit, on est revenu à des enseignements beaucoup plus traditionnels. Voilà, donc je pense que la manipulation est plus efficace quand on est dans du concret que quand on est sur un écran. Et merci beaucoup, Madame Dehatte, pour cette précision. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes un petit peu, vous avez changé votre vision des choses? Quel a été l'élément Alors, on entend quand même beaucoup parler des effets néfastes des écrans, surtout dès la petite enfance. Et je pense, à mon sens, que les enfants sont déjà très exposés à la maison. Donc, c'était aussi une idée de se dire, on va pas en rajouter à l'école et on va leur apprendre à travailler autrement. On a intégré, on a essayé d'intégrer la pédagogie Montessori en maternelle. Donc, on a des classes d'inspiration Montessori. Donc, on est toujours dans cette idée de manipuler et de ne pas mettre les yeux des enfants rivés sur des écrans. Voilà, c'était une de nos inquiétudes puisqu'on entendait de plus en plus parler des effets néfastes. Et finalement, moi, en rendez-vous d'inscription, je m'apercevais que les parents n'étaient pas demandeurs de ça. D'accord, oui. Donc, il y a effectivement aujourd'hui un balancier, hein, comme souvent dans les nouveautés. Hein, on est d'un coup évidemment, il y a eu beaucoup, je crois, hein, d'investissements fait dans les écoles, et notamment les écoles primaires à un moment donné, sur les tableaux numériques, sur des tablettes, sur des snappettes. Et puis, effectivement, je pense que le confinement a aussi accéléré le temps d'écran des enfants chez eux. Alors, pour plein de raisons, hein, parce qu'il y a plein de parents qui travaillaient et voilà, c'est pas bien ou mal, mais ça a été aussi quelque part une accélération de cet usage. Et puis, on voit bien que depuis septembre, c'est aussi un vrai stress pour les parents, parce que quel que soit l'âge des enfants, hein, moi, je suis une maman très pragmatique, il faut gérer le temps d'écran. Et gérer le temps d'écran, ça demande une sacrée discipline et de jamais rien lâcher dans un environnement où voilà, tout était quand même, tout bouge et peut être anxiogène. Et effectivement, c'est aussi sécurisant parfois en tant que parent, là, pour le coup, c'est la casquette maman, mais je sais que je ne suis pas la seule, de se dire, voilà, au moins l'école reste cet endroit refuge où je sais qu'ils vont apprendre au calme avec leurs petites mains, les mathématiques, le français, la grande carte de géographie accrochée au tableau. Et nous, ce qu'on voit souvent quand on intervient dans vos établissements, c'est juste magique parce que justement, vous leur donnez les racines qui sont essentielles. Et c'est une enseignante qui nous a dit ça, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Et elle nous a dit, et en fait, vous leur donnez les ailes. C'est-à-dire que dans cette classe où il y a encore le portrait de Charlemagne et la cartographie de la France, vous leur enseignez quand même qu'il y a des navettes qui atterrissent en ce moment, le robot Persévérance qui arrive demain sur Mars grâce à SpaceX. Et nous, on adore ce moment-là parce qu'en fait, c'est main dans la main qu'on le fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se projeter dans ce monde d'aujourd'hui et de demain, qui est un monde de toute façon technologique, s'ils n'ont pas les racines et dans prendre le moment présent, prendre son temps pour apprendre, pour comprendre, pour que ça se range dans son petit cerveau qui va grandir, pour pouvoir aussi appréhender ce monde qui est un peu fou aussi parfois, de technologie. Donc, je trouve que c'est tellement miraculeux, cette rencontre. Enfin, nous, c'est ce qu'on dit avec nos équipes quand on vient dans les écoles.
Ben, c'est juste génial parce qu'on fait ce travail avec les enseignants main dans la main, qui nous font confiance, qui nous laissent vos classes, vos élèves. Et puis, voilà, on travaille en amont ensemble pour que tout ça aboutisse à un moment à la fois de présence et puis de compétences, on va dire, plus soft skills pour demain, pour eux. Donc, c'est super. C'est génial. Merci beaucoup, Nadège Dohat, d'avoir accepté de manière impromptue l'invitation de Nadège. C'est génial. Nadège, tu veux désigner quelqu'un d'autre dans ta petite liste? Après, non, je ne connais personne d'autre. Donc, Marie pose une question. Est-ce que tu as vu la question de Marie? Alors, la question de Marie. Alors, Marie, bonjour Marie. Est-il possible pour un enseignant de construire aisément des séquences uniquement à partir de vos ressources, s'il n'est pas possible de bénéficier d'intervenants? Alors, tout à fait, Marie. Est-ce que, Marie, je ne sais pas si vous êtes encore là, je pense que oui. Est-ce que vous êtes allé justement télécharger déjà quelques ressources sur notre site? Alors, Marie est en train de nous écrire. Alors, vous allez voir, vous pouvez en télécharger, elles sont gratuites. L'idée, c'est que je ne sais pas si vous avez des élèves de maternelle, primaire ou collège. En tout cas, on est à CM1, super. Donc CM1, si vous prenez déjà peut-être un premier chapitre de cahier, ça vous donnera le plan. On a des activités, comme vous le voyez, pour les CM1 avec des tutos, mais c'est qu'un début. Donc, on est effectivement capable de rédiger des séquences clés en main pour vous. C'est ce qu'on est en train de préparer, notamment avec des tutos même en vidéo. Donc, sur l'équivalent de 30 heures, c'est à peu près 30 heures par an, effectivement, on fait les séquences. Est-ce que ça a répondu à votre question, Marie? Peut-être vous pourrez effectivement, quand vous téléchargerez, le tester, tester quelques séquences et puis nous dire un petit peu si ça a fonctionné et puis peut-être tester les cahiers à ce moment-là avec vos élèves. À bientôt, Dominique. Merci beaucoup pour votre présence. Il nous reste… alors, comment y accéder? Il est déjà en ligne. Alors, si vous allez sur notre site, il faut s'inscrire et vous allez pouvoir télécharger dans ressources, des ressources pédagogiques. Oui, le guide du maître, alors tout à fait, il est en cours de rédaction, justement parce que ce sera quand même plus simple pour vous. Donc, je pense qu'on l'aura d'ici, nous sommes fin février, début mars, on espère au printemps. Comme ça, on vous l'adressera également, Marie. Voilà, merci à vous. Alors, je crois qu'on avait aussi, il nous reste 5 minutes, une autre question, Nadège, de Clémentine Boucanov. Bonjour Clémentine. Alors, Clémentine, je me demandais si en débutant par les cahiers de CM1, CM2, les algorithmes ne seraient pas trop difficiles. Faut-il avoir réalisé d'abord les cahiers en CE1, CE2? Attendez. Nadège, je vous demande une seconde. Pardon. Alors, me revoilà, désolée, les jeux du direct aujourd'hui, on aura tout fait. Enseignante en CM1, si en débutant par les cahiers. Alors, non, ce ne sera pas trop difficile parce que les séquences sont faites justement pour quand on débute. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est déjà démarrer avec le premier chapitre que vous pouvez télécharger sur notre plateforme.
Et puis ensuite, le tester avec vos élèves, notamment, je pense à Jules César, la cryptologie qui fonctionne très bien. Et normalement, ils sont embarqués avec beaucoup de facilité. Est-ce que nous avons d'autres questions? Faut-il avoir réalisé d'abord les cahiers en CE1, CE2? Non, pas du tout. Après, vous pouvez quand même vous en prendre un exemplaire, vous téléchargez le premier chapitre également CE1, CE2, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, Marilyn, 30 heures par an, c'est le volume horaire pour chaque niveau. Jennifer, oui, c'est ça, c'est exactement ça, puisque dans le programme, il est prévu 30 heures sur les 180 en mathématiques en primaire d'algorithmie. Donc, c'est bien le volume horaire pour chaque niveau. Nadège, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous tous? Un petit mot de la fin pour vous tous. Non, c'est une aventure qui commence. C'est pas la fin, c'est le début, c'est une aventure. Merci, merci à Marie-Lune et à son équipe d'œuvrer dans ce sens, parce que je sais que nous, ça nous aide énormément, vraiment. On n'a pas suffisamment de compétences chez nos enseignants, donc vraiment, merci pour nous accompagner dans cette démarche-là, qui effectivement est obligatoire, importante pour nos élèves. Donc merci, et puis je souhaite à tout le monde de se lancer dans l'aventure. Je pense que l'aventure n'est pas commencée encore pour vous. Merci beaucoup, Nadège. Vraiment, on te souhaite une belle fin de journée. Et puis, il reste encore, je crois, à Paris, évidemment, une semaine de vacances. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde avant cette reprise. À tout le monde, oui. Merci beaucoup, Nadège. Et puis, alors, j'espère que, voilà, c'était notre premier. Alors, il y a eu, c'était un petit peu rock'n'roll, hein, mais on a fait au mieux. Merci en tout cas de votre patience, de votre bonne humeur. Alors, Valérie, au collège aussi, c'est 30 heures. Alors, de mémoire, c'est même un peu plus parce que au collège, c'est dans le programme de mathématiques aussi et de techno. Et puis, ça dépend de quelle classe au collège pour pouvoir préparer Scratch, notamment sur l'épreuve de brevet en maths et aussi en technologie. Et en 6e, oui, c'est ça, c'est l'équivalent de 30 heures. Alors, je vous dirais, Valérie, peut-être plus précisément, parce que je crois que c'est un peu plus, en fait. Parce qu'il y a techno et maths, et que les deux, soit le prof de maths fait une partie, le prof de techno peut faire l'autre, soit ils font tous les deux, parce que c'est pas tout à fait les mêmes compétences. Donc, voilà, on vous répondra plus précisément par email, Valérie, si ça vous convient. Mon fils démarre Scratch, et ben voilà, tout à fait. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'en parallèle avec son prof de maths, vous pouvez peut-être déjà tester le chapitre 1 ou un cahier CM1, CM2, parce que démarrer sur Scratch, c'est pas évident, c'est très conceptuel. Si on n'a pas fait un petit peu avant de manipulation, déplacement dans l'espace. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vous trouverez aussi sur notre site quelques exercices sympas qui pourrait lui plaire, et notamment le jeu de Pong sur Scratch. Au moins, c'est un peu ludique. Et voilà. Non, merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à la fin. On est pile à l'heure. Donc, merci à tous. C'est toujours un peu déroutant de ne pas vous voir, mais j'ai l'impression que voilà, tout s'est bien passé malgré les aléas du direct. Bonne fin de journée à vous tous, et ceux qui sont en vacances, eh bien, bonnes vacances. Merci. Au revoir.